Cette semaine, nous partons à une dizaine de kilomètres d'Épinal ou encore de Bruyères à la rencontre des Goéricursiens. Le village de Girecourt-sur-Durbion compte près de 350 habitants et appartient à la communauté de communes de Bruyères-Vallon-des-Vosges depuis 2016. Delphine Aubry nous partagera son métier d'artiste et son univers multicolore. En fin d'émission, un incontournable de la commune, le château, bâti en 1540 et racheté par la famille Courtalon en 1994. Découverte de ce lieu chargé d'histoire avec son propriétaire Thierry Courtalon. Mais c'est avec vous, Sandrine Georges, que nous débutons cette émission. Vous êtes maire de la commune, c'est votre second mandat. Vous aviez encore envie, toujours cette passion de recommencer, de repartir pour un mandat? Oui, un peu aussi. On avait surtout des travaux et puis un projet qui était en route. Donc pour voir au moins la finalité de ces travaux et puis faire le clap de fin, voilà. Donc si vous deviez choisir aujourd'hui quelques mots pour parler de votre commune, vous prendriez lesquels? La convivialité, l'entraide, bien sûr quand le Covid n'est pas là. Bien sûr. Et puis famille, c'est une commune où les habitants s'entraident. Donc on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous alors à Girecourt-sur-Durbion? Oui, ça va très bien à Girecourt-sur-Durbion, il n'y a pas de souci, avec des projets à suivre. On va essayer avec la nouvelle équipe de mettre en avant la sécurité, puisque on a 2 grandes départementales qui traversent la commune, où la vitesse est vraiment aussi excessive. Alors ça passera par la fermeture d'une route qui sera uniquement accessible aux riverains notamment? Voilà, c'est ça, le chemin derrière l'église, où c'est une route qui est étroite. Les riverains, ça fait déjà quelques années qu'ils se plaignent. Et aussi un aspect sécurité, peut-être sur une sensibilisation à la sécurité routière pour les enfants. Vous avez encore une école, on parlera d'école juste après, mais cette sensibilisation c'est aussi important dans un village. On aimerait, avec la sécuré routière, si on peut aussi la gendarmerie de Bruyères et puis pourquoi pas les pompiers, faire une sensibilisation au printemps avec les enfants, puisque on en a beaucoup qui descendent de chez eux jusqu'à l'école en vélo ou en roller. Vous avez une école encore oui, qui fait partie d'un regroupement, alors oui. encore une quarantaine d'enfants, c'est plutôt conséquent encore sur un village de 350 habitants. Le RPI compte 92 enfants à l'heure actuelle, donc avec des enfants de Gugnicourt, Viménil, Méménil et puis Girecourt. Et sur ces 92 enfants, oui, 40 sont de Girecourt. On a notre école aussi avec 2 classes, grande section et puis CP, et CE1 et CE2. On maintient aussi le transport scolaire aussi le midi, que les communes prennent en charge. C'est quand même pas moins de 180 € par enfant. Et c'est vrai que conserver une école, j'imagine que c'est très très important dans un village pour continuer à avoir des familles qui viennent et qui s'installent. Voilà, c'est ça. On a essayé d'aménager aussi un peu des choses pour maintenir un peu, on va dire, le centre au niveau de l'école, à côté de la salle des fêtes, à côté de l'église. Mais il y a un terrain de pétanque aussi qui a été fait. Enfin voilà, c'est un peu l'esprit de convivialité. L'esprit de convivialité. Et on va terminer peut-être sur ce projet qui vous a fait reprendre un mandat, l'eau. Oui, l'eau. C'est un point très important ici à Girecourt-sur-Durbion. On a toujours, on va dire, notre eau, si on peut appeler ça, avec des captages qui sont sur Viménil. On a déjà changé toute la canalisation d'arrivée et de distribution d'eau sur la moitié de la commune, donc du départ du château d'eau jusqu'au au milieu. Et là, on est en train de voir pour faire l'autre moitié du village où on a encore pas mal de fuites, quoi. Voilà. Sandrine, merci pour votre accueil ici à Girecourt-sur-Durbion. Nous poursuivons notre découverte du village dans l'atelier de Delphine Aubry. Graphiste, illustratrice et plasticienne depuis 1997, Delphine Aubry est installée depuis 2006 à Girecourt-sur-Durbion. C'est dans son atelier que naissent des dizaines de bestioles en papier mâché. Elle nous fait découvrir son univers coloré et ses créations uniques et originales. Delphine, merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors vous êtes plasticienne, graphiste, illustratrice, on y reviendra tout à l'heure. Et vous avez un univers très coloré, très amusant. Pourquoi ce choix d'orientation? Alors déjà les bestioles, c'est pour montrer bien évidemment, je les expose, mais c'est aussi mon travail personnel pour me faire plaisir à moi aussi. Et du coup, l'atelier c'est un petit peu comme une bulle où je me sens bien, où c'est très ludique, très drôle. Alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce métier de plasticienne? Concentrons-nous peut-être sur celui-ci en premier. C'est imaginer des choses, toujours un constant renouvellement et puis proposer des choses qui font sourire les gens. Moi, je sais que j'aime bien. Alors, moi, je suis une plasticienne, on va dire, rigolote et ludique. J'ai pas un travail qui dénonce ou qui... Voilà, moi, je propose juste aux personnes qui viennent voir mes expos un petit moment de gaieté, de bonheur. Et je me dis qu'en ce moment, c'est plutôt sympa d'offrir des petites parenthèses comme ça aux visiteurs. Alors, vous proposez
proposez donc principalement des bestioles, comme vous les appelez, en papier mâché. Alors expliquez-nous le choix du papier mâché. À la base, donc j'ai fait des Beaux-Arts à Épinal et je suis illustratrice et je faisais pas du tout de sculpture. J'étais même tout à fait nulle quand j'ai fait mon cursus scolaire, c'était atroce. Et donc vraiment, je me consacrais au dessin. Et pour une dédicace, je voulais que la vitrine soit un petit peu rigolote et l'histoire, c'était une cochonne qui essayait des bikinis différents pour l'été. Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais faire des cochonnes en maillot de bain moi-même. Et le papier mâché, ça me semblait abordable comme technique, mais vraiment, j'avais jamais appris. Je m'y suis mise sur le tas en me disant, bon, on va essayer de faire comme ci, comme ça. Et j'ai fait une série de cochonnes avec des bikinis complètement loufoques. Et du coup, les personnes qui étaient venues avaient beaucoup ri en les voyant. Et je me suis dit, bah, je vais continuer sur ma lancée, je vais faire une exposition sur cette thématique. Et c'était ma première expo, donc dans les années 2000. Et depuis, il y en a beaucoup d'autres dans des univers. Alors toujours dans les bêtes, les animaux, il y a eu le passage des chiens. L'idée, c'est vraiment d'avoir un univers assez varié de bestioles. Oui, bah, que le bestiaire il s'agrandisse au fil des années. Et c'est vrai que en fait, ça fait 20 ans déjà que je fais ça. Et du coup, je me rends compte que bah, c'est inépuisable parce que des animaux, il y en a une variété de couleurs, de spécimens énormes. Et que même en faisant plein de bêtes, parce que j'ai dû en faire plusieurs milliers depuis que j'en fais, ben, je ne suis jamais venue à bout voilà, de la nature et de tout ce qu'elle propose. Et puis c'est aussi, oui, je pense, une sorte d'hommage à la nature et un émerveillement constant. Alors, quelles sont les différentes étapes pour arriver à la bestiole terminée? Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de travail déjà. Ma technique, elle a évolué au fil des années. Bien sûr, ce que je faisais il y a 20 ans, ça a changé, heureusement d'ailleurs. Alors actuellement, en fait, je fais vraiment tout papier carton. Donc je fais une ossature comme un squelette tout en carton, que je crée moi-même, que j'imagine en regardant des photos des animaux, parce que des fois j'en fais des très réalistes, comme j'en fais des complètement loufoques. Et du coup, ce squelette, il me sert après à l'habiller de papier mâché, mais il est creux finalement à l'intérieur. Et donc il est recouvert de bandes encollées. Et puis après, vient une sous-couche, et après la peinture, et voilà. Mais il y a plein d'étapes. Et après, on s'amuse à faire les petits détails aussi. C'est peut-être ça qui fait l'originalité des bestioles que vous proposez. Bah, c'est vrai que j'aime bien toutes les étapes, mais la peinture, c'est la dernière étape et j'y prends vraiment du plaisir parce que c'est là où j'amène des couleurs, où j'amène le regard qui est très important dans mes bestioles. C'est ça qu'on les reconnaît. Elles ont toutes ces yeux un petit peu énormes sur le monde et du coup, ça amène leur humeur. Alors, c'est des bêtes qu'on retrouve aussi dans certains de vos livres. Hein. Vous avez plusieurs livres. Alors, finalement, ces livres, ça regroupe vos différents métiers, à la fois graphiste, illustratrice et plasticienne. Voilà, c'est tout en un. À chaque exposition, depuis quelques années, j'essaye de faire un livre en rapport et du coup les deux sont liés. Donc il y a eu le WAF avec l'expo sur les chiens, il y a eu l'abécédaire des bestioles avec justement les bestiolettres et à chaque fois j'essaye de combiner les deux parce que j'adore faire des dessins aussi. Alors vous parliez d'expo, justement en ce moment c'est un petit peu compliqué j'imagine. Quelles sont les prévisions pour des expositions futures? Alors oui, en ce moment les expositions forcément, il y en a pas ou très peu. Donc moi j'ai de la chance entre guillemets parce que mon expo d'octobre 2020 avait pu avoir lieu. C'était au Bailly. Hein, au Bailly. Ouais. Et puis du coup, en général j'expose en octobre, donc j'en ai une en octobre 2021 qui j'espère aura lieu aussi. Et donc voilà, et j'ai pas spécialement d'expo entre. Éventuellement une à l'île-Dieu cet été qui est reportée parce qu'elle a annulé l'année dernière. Donc je croise les doigts, on verra bien. Alors c'est quoi être artiste aujourd'hui pour vous? Ma vision personnelle, ça a amené justement ce que je vous disais, une parenthèse, un moment d'enchantement, un moment d'humour, enfin un moment où les gens pensent plus à leur quotidien et peuvent s'échapper. Je pense que c'est important et c'est d'ailleurs peut-être dommage, après c'est que tout ce qui est exposition, musée, spectacle, cinéma soit fermé parce que je pense que ça c'est une vraie soupape et que les gens en ont besoin, quoi. Ça paraît futile comme ça, mais ça existe depuis la préhistoire, c'est pas pour rien. Merci Delphine de nous avoir accueillis dans votre atelier. Nous partons à la rencontre de notre dernier invité, Thierry Courtalon, propriétaire du château. Le château de Girecourt-sur-Durbion a été bâti en 1540. La résidence seigneuriale a fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques en 1994, année où elle a été rachetée par la famille Courtalon, qui a entrepris une restauration complète. On en parle avec le propriétaire des lieux, Thierry Courtalon. Thierry Courtalon, merci de nous accueillir ici au château de Girecourt-sur-Durbion. Alors je le disais, vous êtes propriétaire depuis 1994. Pourquoi avoir voulu racheter ce château ? En fait, pour paraphraser Montaigne, parlant de son ami la Boétie, je dirais que c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et un jour, je suis arrivé à Girecourt
Et j'ai eu un coup de cœur pour cette bâtisse. Et dès lors, cette maison qui n'était pas à vendre a pris une place de plus en plus importante dans notre vie. C'est un château avec une histoire très importante, très riche. On ne pourra pas revenir malheureusement sur toute l'histoire, mais quelques éléments peut-être qui font que ce château est ce château aujourd'hui. Alors initialement, c'était un château fort féodal, protégé par les douves que j'ai remises en eau en 2000. Et c'était un site vraiment purement de défense et pas du tout résidentiel. La période la plus importante pour Gircourt, c'était le XVIIIe siècle, quand Jean-François Humbert en prend possession en 1705. Il est successivement fait baron puis comte de Gircourt. Et ce haut personnage était vraiment un des principaux conseillers du duc Léopold de Lorraine, puis ensuite du duc François. Ce personnage était quand même très important et était l'équivalent d'un Premier ministre à l'époque. C'est un château où vous avez entrepris beaucoup de travaux, puisque quand vous l'avez racheté, il était inhabitable complètement. Vous nous parliez des douves, mais il y a eu beaucoup de travaux de restauration, et il y en a encore d'ailleurs. Tout à fait. Entre l'acte d'achat et notre première nuit à Gircourt, il s'est passé 1 an et demi, car le château n'était plus du tout entretenu. Donc on a dû faire beaucoup de travaux avant d'emménager dans une petite cellule de survie. Et petit à petit, année après année, on s'est étendu pour occuper maintenant la quasi-totalité de la maison, puisqu'on arrive au bout de sa restauration, près de 30 ans après. Est-ce qu'en tant que monument inscrit à l'inventaire, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit respecter, des choses qu'on ne peut pas faire quand on restaure ce bâtiment ? Tout à fait. Nous travaillons en étroit partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles et surtout avec l'architecte des bâtiments de France et son technicien qui connaît très bien la maison. Chaque fois que je fais des travaux, c'est avec leur aval. Voilà, donc on ne fait pas ce qu'on veut, mais on a quand même une petite liberté sur la manière dont on voit, dont on a envie de voir ce château. Les liens que nous avons avec l'administration ont toujours été des liens de confiance, car année après année, ils ont vu ce qu'on a fait de Gircourt et ils ont bien vu qu'on souhaitait restaurer ce château en respectant son âme, en utilisant des beaux matériaux, en se rapprochant au maximum des éléments qui avaient prévalu à sa construction. Votre volonté, c'est vraiment de conserver ce patrimoine et de se rapprocher au maximum de ce qu'il était. En tout cas, on voit, il y a la chapelle qui a été terminée récemment. Vous faites des découvertes sans cesse dans ce château. Vous avez fait des découvertes. Exactement. On restaure cette maison en privilégiant les éléments vraiment caractéristiques de chaque période donnée. Dans les pièces qui ont gardé une âme XVIe siècle, on fait tout pour retrouver cette âme-là. Dans ce salon qui est d'esprit XVIIIe, c'est une autre décoration qui s'impose, mais tout en ajoutant notre petite pierre, puisque on ne peut pas vivre à notre époque sans électricité, et au XVIIIe siècle, il n'y en avait pas. Et on a fait également une création qui est d'ailleurs due à la volonté du ministère de la Culture, il y a une vingtaine d'années, qui avait demandé aux architectes des bâtiments de France de favoriser la création contemporaine dans les monuments historiques inscrits. Et cette véranda, qui est juste à côté de nous, a été élaborée en remplacement d'une ancienne véranda qui avait été très mal conçue fin 19e siècle, mais selon des règles, un design, si on peut dire, moderne. Et peut-être un dernier mot sur la chapelle qui est terminée depuis peu maintenant, qui est dans un esprit 16e. Il était dans notre but de refaire une chapelle castrale qui a été achevée l'an dernier. Et c'est un lieu de recueillement, un lieu où chacun peut se retrouver, peut laisser libre cours à ses émotions. Et c'est une pièce qui est une âme. Alors, est-ce que vous êtes encore surpris ou ébahi par certaines choses ? Il n'y a plus grand-chose qui nous étonne à l'intérieur. Par contre, je suis encore fasciné par certaines couleurs extérieures à toute saison de l'année. Et il y a une semaine, à cette même heure, il y avait un éclairage fabuleux avec la glace qui avait tout envahi au niveau des douves, un ciel bleu, il y avait des couleurs transcendantes, c'était magnifique. L'été apporte d'autres couleurs, notamment au niveau du couchant, avec des orangés, des rouges sur les arbres du parc qui sont magnifiques. Ça m'étonne encore. Merci Thierry de nous avoir ouvert les portes de votre château aujourd'hui. Notre émission est terminée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. J'ai jamais été aussi bien.